Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace et 100% régionale. Et on partira dans les terroirs, ça sera Apicurien, présenté par Valérie Zago. Elle nous amène aujourd'hui à Eguisheim chez Paul Ginglinger. Vous voulez arrêter de fumer, sage résolution. Karine Simon, infirmière, nous présente sa méthode, la méthode Simon, pour se sevrer de la cigarette. L'organisateur de la course automobile mythique, les 500 nocturnes dans le Haut-Rhin, eh bien, il sera sur ce plateau, c'est Yvan Le Soirne. Et comme tous les jeudis, Mathieu Chanvillard nous fera part de ses humeurs. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous, et dans ce JT, l'Alsace bientôt officiellement de retour sur les plaques d'immatriculation. C'est une des conséquences de la future collectivité européenne d'Alsace. À l'occasion des prochaines élections municipales, nous découvrirons ce soir la liste du Parti socialiste en lice pour la mairie de Strasbourg avec Mathieu Kahn. Enfin, nous irons à Colmar découvrir le festival Diversité qui s'est ouvert hier. Les 15 et 22 mars, les Alsaciens éliront les conseillers municipaux des 880 communes de la région. Cette semaine, nous vous présentons les candidats strasbourgeois et autour ce soir de Mathieu Kahn pour le Parti socialiste, Adrien Labi. Mathieu Kahn, 44 ans, numéro 1 de la liste socialiste. Adjoint au maire sortant, il défendra les couleurs du PS dont il a reçu l'investiture. Voici son projet pour Strasbourg. Strasbourg que je rêve, c'est un Strasbourg où, quel que soit son lieu d'habitation, son quartier, on a un panel de modes de déplacement à sa disposition. Des transports en commun, le vélo, des pistes cyclables qui soient aussi clairs sur la priorité qu'on donne au vélo sur les pistes cyclables, avec des axes plus rapides que d'autres, où on est obligé de cohabiter avec d'autres usagers comme les piétons, où on peut aussi peut-être développer d'autres modes, comme par exemple les déplacements sur l'eau. Mais c'est un endroit où la mobilité devient un atout pour chacun et le complément indispensable du logement. La transformation urbaine qui doit accompagner la transition écologique, aujourd'hui passe aussi par les mobilités. Ça passe par le développement des transports en commun, ça passe par le vélo, et puis ça passe par la zone à faible émission et l'interdiction progressive du diesel, mais qui doit se faire avec des mécanismes d'accompagnement des habitants pour que ça ne devienne pas une nouvelle injustice sociale. Dans le camp socialiste, on joue la carte de la continuité et de l'expérience. Catherine Trottmann, maire de Strasbourg dans les années 90, ancienne ministre, vice-présidente de l'Eurométropole, fera campagne aux côtés de Mathieu Kahn. Si pour l'instant, tous les noms des colistiers n'ont pas encore été dévoilés, un plan de gouvernance semble déjà se dessiner pour l'articulation entre la mairie de Strasbourg et la présidence de l'Eurométropole. La métropole est en même temps le territoire où on définit notre bien commun et en même temps aussi on traduit les conditions d'égalité entre tous les habitants. C'est donc une gouvernance que je suis prête à assumer. Nous souhaitons être clairs vis-à-vis des électeurs sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble et tirer parti au maximum, je dirais, du potentiel que l'une et l'autre collectivité représentent. Dans quelques jours, l'ensemble de la liste sera dévoilé. L'équipe socialiste se portera également à la rencontre des habitants des différents quartiers de la ville. Et à noter que le maire de Strasbourg, Roland Ries, a lancé un appel au calme et au respect dans le cadre de cette campagne. Il condamne les dégradations de locaux et menaces subies par certains candidats qui sont pour lui autant d'atteintes à la vie démocratique. Si l'on se fie à la tradition, c'est demain, 31 janvier, le dernier jour pour présenter ses vœux pour la nouvelle année. Alors les présidents des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin n'étaient pas en retard hier soir à la Maison de l'Alsace. Pour leur troisième vœu en commun dans la capitale, ils sont largement revenus sur la future collectivité européenne d'Alsace, Nora Bouriois. Si la collectivité européenne d'Alsace ne sera effective que dans un an, elle était déjà omniprésente hier soir lors des vœux des départements alsaciens à la Maison de l'Alsace à Paris. Cette nouvelle collectivité alsacienne doit voir le jour le 1er janvier 2021, mais il reste encore du travail, notamment au niveau de l'harmonisation des politiques entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Nous avons plus de 450 fiches projets
et nous faisons la convergence de ces politiques. C'est un travail colossal. Et puis l'autre versant du travail, ce sont les contacts et les négociations avec l'État, avec le gouvernement, pour que les ordonnances et les décrets puissent être pris afin qu'au 1er janvier 2021, cette collectivité puisse naître. Les deux présidents travaillent aussi avec le gouvernement sur les nouvelles compétences de cette future collectivité alsacienne, comme le transfrontalier, le bilinguisme, le tourisme et les transports. Mais selon un récent sondage IFOP, 46% des Alsaciens n'ont jamais entendu parler de cette future collectivité. On a bien conscience que les gens ne mesurent pas, même ceux qui ont entendu parler, exactement les tenants et les aboutissants. C'est pour cette raison qu'il faut aller au contact dans les territoires avec les habitants pour justement les écouter, leur montrer comment on imagine l'action publique, comment on peut améliorer l'action publique ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui, une part du mécontentement de nos concitoyens, c'est lié à l'impuissance publique face aux attentes de la vie quotidienne. Eh bien, nous, notre enjeu, c'est de mieux servir la vie quotidienne. La collectivité européenne d'Alsace se veut être un modèle de décentralisation, de différenciation et de laboratoire européen à l'échelle de la France. Elle sera la 5e collectivité de métropole à disposer d'une loi, après Paris, Lyon, Marseille et la Corse. Dans l'actualité également en football, le parcours du Racing Club de Strasbourg en Coupe de France s'est terminé hier soir à Marseille. Les Strasbourgeois, privés de plusieurs joueurs majeurs, ont raté leur première mi-temps à l'image de cette action où le Marseillais Bounassar passe en revue toute la défense pour aller ouvrir le score. Les Alsaciens encaissent un deuxième but sur ce pénalty de Dimitri Payet juste avant la pause. Plus joueur en seconde période, le Racing revient assez logiquement dans la rencontre sur cette action. La frappe de Zoé est repoussée par le gardien, mais Benjamin Cornier réduit la marque. Malgré quelques occasions d'égaliser, c'est l'OM qui fait le break en fin de match grâce à Camara. Le Racing quitte donc la compétition en 8e de finale. Et la suite, c'est la réception de Lille samedi à la Méno pour le compte du championnat où les Alsaciens sont partiellement 8e. Et puis, pas de réussite non plus en basket. La série noire continue pour la SIG. Après le départ de Vincent Collet, son ancien adjoint, le Finlandais Lassi Tuovi, était pour la première fois à la tête de l'équipe hier soir en Lituanie. Pour l'avant-dernière journée de la Coupe d'Europe, les Strasbourgeois se sont inclinés sur le parquet de Panevesis. La SIG a pourtant produit une première mi-temps de bonne facture, efficace en attaque et surtout rigoureuse en défense. Elle n'encasse que 33 points et vire en tête à la pause, 40-33. Mais les Alsaciens vont une nouvelle fois craquer en deuxième mi-temps et s'inclinent finalement 82-69. Une 11e défaite consécutive qui marque aussi l'élimination de la Ligue des Champions. Pas de répit pour les Strasbourgeois qui seront à Pau samedi soir pour le compte du championnat. Un match très important en vue du maintien et pour espérer rêver encore aux play-offs. Des concerts et spectacles gratuits dans des lieux insolites de quartiers prioritaires de Colmar. Voilà comment définir en quelques mots le festival Diversité organisé par l'association Patacelle. Le lancement des festivités se tenait hier au cœur d'un marché colmarien, Marinsis. Ce matin, entre les étals de fruits et légumes et les stands de vêtements, les habitants du quartier Europe ont pu faire une pause musicale. Derrière ces bidons, des élèves de la classe de SECPA du collège Molière de Colmar. Ils ont passé une dizaine d'heures avec 2 membres du collectif des Tambours du Bronx pour préparer ce spectacle inédit. Franchement, c'était bien. Au début, c'était un peu dur, mais après, au bout d'un moment, on répétait. Je trouvais ça amusant, c'était bien. Les gens, ils nous regardaient. En fait, le tout, c'est d'essayer de faire du bruit, mais organisé, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant, c'est de les voir, voilà, là, ils étaient une petite dizaine, et d'arriver à jouer ensemble, de s'écouter, d'écouter celui de la personne qui est à côté de soi, voilà, de se regarder et de faire un truc simple, efficace, ensemble. Donc à 10 ou 15, c'est pas toujours facile, mais là, ce matin, ils ont assuré comme des bêtes, c'était génial. Après le marché, d'autres lieux vont être investis par différents artistes, comme un bus, un parvis de collège ou encore un HLM. Au programme musique latine, irlandaise, gospel et variété française. On a constaté que les personnes qui sont en situation de précarité, qui habitent les quartiers prioritaires, ne vont pas systématiquement dans une salle de spectacle, tout simplement à cause du prix, mais aussi parce qu'ils ne sont pas
éduqués à cela. Et du coup, on s'est dit, on va sur leur lieu de vie, on leur propose des spectacles de qualité pour s'ouvrir vers d'autres choses. Le festival Diversité se poursuit jusqu'au 2 février. À Strasbourg, depuis 15 ans, l'Office de tourisme propose des visites insolites à destination des touristes avertis ou des Alsaciens curieux. Le programme 2020 de ces visites a été présenté ce matin. Alors, avis à ceux qui aimeraient redécouvrir leur propre ville, Camille Roland. « 23 novembre 1944, vers 10h30 du matin, on entend dans le nord de la ville, du côté de la place de Haguenau, un vrombissement de moteur et des bruits de chenilles. Alors les gens qui sont dans le tramway là-bas, ils voient passer des chars. Ce sont les chars de la 2e division blindée du général Leclerc. Et ceux-là viennent libérer la ville. Saviez-vous que le drapeau de la Libération hissé sur la cathédrale avait en fait été confectionné à partir d'un étendard nazi? Ou encore que les chars français étaient entrés par surprise dans la ville? L'image de Strasbourg libérée n'est pas toujours celle que l'on pense connaître. Ce matin, Sébastien, guide conférencier, présente sa nouvelle visite insolite sur cette époque. L'occasion d'arpenter les rues pour redécouvrir une histoire méconnue de la ville. L'idée étant d'aller au-delà du 23 novembre 1944 avec la libération de la ville, en montrant que la libération de Strasbourg est quelque chose qui s'étend dans le temps, puisque jusqu'au 15 avril 1945, Strasbourg va être une ville du front. Alors il s'agit de promenades dans la ville qui ne vont pas tant s'arrêter sur tel ou tel aspect architectural, mais bien plus replacer la ville dans un contexte historique que l'on croit connaître, mais que l'on redécouvre du fait de ces visites. Comme Sébastien, une vingtaine de guides participent au programme des visites insolites de l'Office de tourisme de Strasbourg. Et cette année, le calendrier s'est étoffé. 61 thèmes sont proposés, soit 545 visites dans l'année. Avec 30% de nouveautés, comme des visites liées à l'actualité, telles que Histoire de femmes, le siège de 1870, mais aussi des thèmes pour partir à la découverte des quartiers, comme le street art, le catholicisme à vélo, ou encore les portes et portails remarquables autour de la Neustadt. On a tout au long de l'année une programmation assez riche de visites particulières, décalées ou insolites, effectivement, qui intéressent à la fois les visiteurs de Strasbourg, mais aussi les gens qui habitent à Strasbourg et dans les environs, des personnes qui connaissent bien la ville, mais qui veulent découvrir d'autres choses. Donc des choses assez pointues, mais toujours agréables, sympathiques, de manière conviviale, avec des anecdotes. C'est ce qui fait la richesse de ce programme. Avec cette nouvelle programmation, l'Office de tourisme tente de fidéliser une clientèle locale croissante et attirer de nouveaux publics. Un pari qui semble réussir puisque l'an dernier, plus de 10 000 personnes ont participé aux visites, dont la moitié étaient des Strasbourgeois et Alsaciens. Et pour les vrais amoureux de la ville, les visites dans le cadre de l'opération Strasbourg Mon Amour débuteront le 7 février. Et puis on finit ce journal comme tous les soirs, c'est avec l'image du jour, Oliviane. C'est le symbole du retour de l'Alsace. La disparition du logo au profit du Grand Est sur les plaques d'immatriculation a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais son retour promet également de générer beaucoup de clics sur les réseaux sociaux. Il a suffi qu'Eric Stroman pose la question à l'Assemblée nationale et le fasse savoir pour que la bataille reprenne. Quel logo? Voilà la question qui va nous tarauder les prochains mois. Le hacker, un drapeau Rotundvis, un ou une bretzel, une cigogne, chacun a sa propre idée ou presque. Ce sont les 2 départements alsaciens qui devront trancher et le gouvernement s'est engagé. L'arrêté modificatif sera publié courant 2020 et dans tous les cas avant la création de la collectivité. Voilà, et on compte sur vous, Anna, pour nous tenir informés, bien sûr. Bonne soirée, merci beaucoup, Anna. On accueille le plateau du soir Mathieu Chanvillard, son invité Karine Simon. Et la méthode Simon, ça c'est pour arrêter de fumer. Yvan Le Soir, un organisateur des 500 Nocturnes. C'est la course mythique qui aura lieu en septembre. On va en parler tout cela juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine.
Bonjour à tous, eh bien, nous terminons ce mois de janvier avec des perturbations dans la matinée absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Côté température, en ce vendredi matin, il fera 10 degrés absolument partout. Passons à votre carte de l'après-midi. Eh bien, toujours des averses qui persistent si vous êtes dans le Bas-Rhin ou encore du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg. Beaucoup de nuages dans le Haut-Rhin ainsi que dans le nord de la Suisse. Et si vous avez la chance d'être près de Fribourg, quelques petites éclaircies tout de même. Les températures en ce vendredi après-midi, il fera 11 degrés dans le col de Saverne, 13 degrés de Strasbourg jusqu'à Colmar, 12 degrés partout ailleurs. Votre journée de samedi, eh bien toujours, il faudra compter toujours avec les gouttes et beaucoup de nuages avec tout de même quelques petites éclaircies et les températures iront entre 12 et 13 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi 31 janvier, nous célébrons les Marcel au féminin. Le soleil se lèvera à 8h pour nous dire au revoir à 17h24. Excellent moment à tous et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et on parle ce soir de sevrage de tabac avec notre invitée Karine Simon. Comment allez-vous ? Merci, très bien. Soyez la bienvenue. Vous êtes infirmière spécialisée en sevrage tabagique. Vous êtes une ancienne fumeuse. Ouais. Durant 32 ans, vous avez consommé des cigarettes après le café et pas que. Vous allez nous présenter ce soir la méthode que vous avez mise au point. C'est la méthode Simon qui porte votre nom, méthode éponyme, que vous avez mis au point. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 30-40 secondes ? C'est quoi cette méthode Simon ? Alors, c'est une méthode que j'appellerais multitechnique, c'est-à-dire qu'elle traite toutes les difficultés d'un sevrage. Tout d'abord, elle traite le manque physique, puisqu'en utilisant une méthode traditionnelle chinoise au laser, donc en acupuncture, qui coupe, qui élimine totalement le manque physique. Donc ça marche. Ah, ça marche super bien. Ouais. Maintenant, le sevrage du tabac, c'est pas seulement un manque physique, donc il y a le manque psychique, qui est quand même une partie très importante, qui se divise à peu près en deux parties. La première, c'est le sentiment de perte, qui existe chez beaucoup de fumeurs. On perd quelque chose. Ah ouais, on perd quelque chose. Certains l'appellent même un deuil, quoi. Ouais. C'est là qu'on a ces émotions, parfois de tristesse, et souvent d'irritabilité, d'ailleurs. La deuxième partie du manque psychique, il y a un gros morceau, c'est les réflexes conditionnés, qu'on appelle le geste. Donc ça, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui amène toutes ces récidives, d'ailleurs, des années après. Vous avez beaucoup de récidivistes. Je traite aussi tous les problèmes de poids, puisque c'est un facteur majeur de rechute chez les femmes. Et chez les hommes ? Et chez les hommes, un peu moins. Ouais. Ils sont un petit peu plus philosophes à ce sujet. Chez lui, ça s'est vu quand même. Oui, donc j'ai repris. C'est ça. Voilà. Et donc, comment je traite justement le manque psychique ? Là, je propose des remèdes naturels qui sont très, très intéressants à l'arrêt du tabac. Vous avez toujours la nicotine qui reste utile, mais qui n'est pas suffisante, souvent. Vous avez le kudzu, qui est une plante très intéressante, vraiment utile dans les addictions. Le magnésium, qui va détendre le système nerveux. Certains remèdes homéopathiques qui sont intéressants justement pour diminuer un petit peu les réflexes conditionnés. D'accord, dans votre méthode, vous avez listé à peu près toutes les pathologies, toutes les souffrances, et vous y avez apporté en face un remède. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment démarré comme ça. J'ai fait une liste de tout ce dont j'ai souffert moi-même à l'arrêt du tabac, parce que j'ai arrêté sans rien, et ça a été vraiment l'enfer. Donc à partir de là, c'est si difficile justement d'arrêter. Enfin, on dit que c'est même parfois plus difficile de décrocher du tabac que de certaines drogues en fait. Clairement, même l'héroïne et la cocaïne, c'est des drogues dures. Mais c'est une étude de l'INSERM qui a démontré que l'arrêt du tabac était un des sevrages les plus durs au monde. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de toutes ces parties-là, en fait, qui sont le manque physique, qui sont la perte, qui sont les réflexes conditionnés, qui sont la prise de poids, etc. Et d'envisager ce genre de choses, c'est-à-dire d'envisager de souffrir, de perdre et de prendre du poids, pour certaines personnes, c'est juste déjà une souffrance. La cigarette brûle des calories. Le fait de fumer, en fait, brûle 200 calories, je crois. Et pour un paquet de cigarettes, ça brûle 200 calories. Voilà, et si vous regardez, vous avez besoin peut-être de 2000 calories, parce que vous êtes un sportif, c'est 10 jours. Donc tous les 10 jours, c'est un repas que vous prenez en plus, d'où une difficulté. Par contre, j'ai appris une chose très intéressante, et je l'ai vérifié après, c'est l'étude du neurobiologiste Jean-Paul Tassin, directeur de recherche à l'INSERM. Voilà, il a vraiment le pédigré, et il a découvert que les fabricants de cigarettes mettaient dans les cigarettes, parce que le tabac comme ça, brut, c'est pas très bon, mettaient du sucre, mettaient du miel ou des sucres dans la cigarette. Et en brûlant, ces sucres libèrent des IMAO, et les IMAO sont des antidépresseurs. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fume une cigarette, on fume un peu d'antidépresseurs ? Totalement. Et en fait, la vraie addiction du tabac, c'est vraiment un antidépresseur. Après, la nicotine seule, ce qu'il a montré, c'est qu'elle n'est pas addictive.
et qu'elle se lie en plus à cet antidépresseur. Donc vous avez l'antidépresseur soulagement, soulagement des stress, etc. Donc réellement, ça fait quelque chose de fumer. Et puis vous avez la nicotine plaisir. Donc plaisir et soulagement, tout ce qu'un être humain recherche dans sa vie. Je vais commencer à fumer, ça a l'air génial. C'est un antidépresseur. Ouais, Avec votre clairement. méthode, vous proposez également que les gens mettent des patchs ou des substituts de nicotine? Absolument. Au départ, j'avais laissé un petit peu ça de côté, puis finalement, je me suis rendu compte que ça restait quand même utile, même si c'est pas suffisant. Je le conseille déjà pour éviter de prendre du poids, parce que c'est vraiment un remède intéressant. D'accord. La nicotine, parce que ça brûle des graisses. En fait, c'est la substance dans le tabac qui brûle des graisses. Donc ça pourrait même, entre parenthèses, être utilisé peut-être même pour des pertes de poids. Voilà, ce serait intéressant à tester. Et je la conseille parce que ça joue quand même sur le manque pendant une quinzaine de jours, étant donné que ça continue à se combiner un petit peu avec ces antidépresseurs du tabac qui, eux, vont s'éliminer en une quinzaine de jours du corps. On a l'impression qu'on est toujours sur du temps long, du coup, quand on veut arrêter. Vous dites en une seule séance d'acupuncture, quasiment, on peut arrêter, on peut switcher. Alors, la séance d'acupuncture, ça sert à couper le manque physique. Ça, je l'élimine et c'est fini. Maintenant, il reste le manque psychique. Et le manque psychique, c'est long. Et c'est pour ça qu'on comparait à un arrêt d'héroïne. Un arrêt d'héroïne, c'est très dur physiquement à arrêter, mais vous n'avez pas autant de réflexes conditionnés. Les personnes qui se piquent vont pas se piquer 20 fois, 30 fois par jour, quoi. Et ça, ces réflexes conditionnés, c'est un mécanisme du mental. Moi, je ne connais aucune méthode au monde qui peut l'éliminer. Même pas l'hypnose. L'hypnose essaye de faire ce genre de choses, c'est qu'elle essaye d'agir justement sur ce que j'ai appelé, moi, des machines mentales qui, en fait, prennent des cigarettes à votre place, quoi. C'est-à-dire que si on vient chez vous pour une séance, vous avez dit en début d'interview, en une fois, on peut arrêter de fumer? Oui. Complètement? Complètement. C'est-à-dire que moi, j'éduque vraiment les gens pour qu'ils soient plus au contrôle de leur sevrage et pour qu'ils soient plus responsables. C'est-à-dire que vous allez faire un peu d'acupuncture laser. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et vous allez donner beaucoup d'explications. Les remèdes psychiques, les remèdes poids, etc. Pardon, moi je suis très nul, mais l'acupuncture laser, c'est quoi? Parce que je crois que l'acupuncture, c'est les aiguilles classiques. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle des lasers doux. Notamment qu'on utilise pour les enfants, les gens qui ne supportent pas les aiguilles. Donc ça peut remplacer, ça peut remplacer comme dans Star Wars. Oui, voilà. Non, c'est pas la même chose. Mais non, ça fait pas des trous dans les gens. Vous avez des lasers justement chirurgicaux qui eux découpent, voilà. Mais ça, c'est des lasers doux, en fait, qui remplacent tout simplement les aiguilles et qui agissent selon la puissance des lasers, qui agissent un peu plus vite que la pose des aiguilles. Les médecins, les infirmières, les dentistes, les kinés peuvent établir une ordonnance de substitut nicotinique. Donc vous êtes infirmière, vous pouvez le faire. Alors, je ne suis plus libérale et je ne peux plus faire d'ordonnance. D'accord. Maintenant, je dis aux gens de passer dans leur pharmacie, de se faire chez leur une médecin, ordonnance. et c'est avec un forfait jusqu'à 50 €. Alors ça a changé. Ouais. En fait, c'est plus une histoire de forfait, c'est devenu un médicament à part entière, c'est-à-dire remboursé par la sécurité sociale, par les mutuelles. Donc on peut aller faire ses n'importe quel courses de médicament. ce côté-ci pour les substituts de nicotine. Voilà. Et le reste, on va venir chez vous. Une séance chez vous, j'ai vu sur votre site internet, 150 €. C'est ça. Je suis dans des tarifs très moyens par Ouais. rapport à mes confrères. Et donc, 150 €, vous les avez très vite économisés. C'est une cartouche et demie. Voilà. En gros. Ça, c'est les vrais addicts, c'est quand ils comptent en cartouche. Oui, ils comptent en cartouche, en cigarette. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a un profil d'addict, de personnes addictes ou pas? Non. Alors moi, j'ai des gens qui ont plus de mal à arrêter 5 cigarettes par jour que certains qui arrêtent très facilement 3 paquets, quoi. D'accord, c'est la méthode Simon qu'on vous a proposée là. Vous avez le site internet, méthode étonnante parce qu'effectivement elle englobe un peu toutes les pathologies et toutes les souffrances des gens qui fument. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Voilà, sachez que ce garçon en face de chez vous est très sympathique, sauf le jeudi. Ça s'appelle le billet d'humeur de Mathieu Chanvillard. Bonsoir à tous, est-ce que vous connaissez cet homme? Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas un appel à témoins, il n'est pas recherché, il ne revient pas de Chine, il ne tousse pas, a priori tout va bien pour lui. Il s'appelle Bennett Omalu, on va parler de football. Alors calmez-vous les fans, c'est pas le nouvel attaquant du Racing. Non, il est neurologue, il est nigérian et c'est le spécialiste mondial des encéphalopathies traumatiques chroniques. Il faut que je lise quand même, c'est une maladie neurodégénérative. Alors 2 mots de plus de 3 syllabes, j'ai perdu tout le monde, je vous la fais un peu plus simple. Il étudie les chocs à la tête en fait chez les sportifs. Il s'est rendu célèbre en étudiant les chocs au football américain, là où ils sont extrêmement violents, au rugby aussi, où il y a souvent des problèmes. Mais il fait parler de lui en ce moment parce qu'il s'intéresse aussi au football. Et, le coup de tête du footballeur. Le coup de tête du footballeur. Alors vous allez me dire, normalement, il n'y a pas les mêmes contacts au football qu'au football américain, sauf effectivement quand les footballeurs se mettent des coups de boule, ce qui arrive aussi effectivement. Le problème qu'il pointe, lui, c'est quand les joueurs font des têtes. Alors voilà, ça fait l'objet de plein d'articles. Alors faire une
tête au football, c'est une expression qui est un peu conne. On dit pas faire un pied quand on tire avec le pied. Enfin voilà, c'est quand on se sert de sa tête, parce que les footballeurs se servent de leur tête. Oui, ça c'est bien une étude en soi. Alors uniquement pour taquiner le ballon, hein, et puis pour choisir éventuellement la couleur de leur voiture, hein, pas pour gérer intelligemment leur argent, ça se saurait. Parenthèse, la tête, normalement, c'est l'organe un peu noble, hein, c'est un peu la tour de contrôle du corps humain. Avec la tête, on regarde, on écoute, on voit, on réfléchit, on crée. Puis pour les basses œuvres, il y a les autres membres. Hein. Le pied, c'est pour pousser négligemment la chaussette sale sous le lit, hein, ou pour taper dans le ballon éventuellement. La main, pareil, hein, c'est pour sortir la poubelle ou je sais pas, planter une punaise dans le mur, quelque chose comme ça. La tête, normalement, c'est pas fait pour appuyer sur d'autres objets. Le ballon, c'est peut-être la seule exception. J'ai un copain qui essaie de planter des clous avec la tête, je vous le déconseille assez fortement quand même. C'est un peu contre nature quand même. Mais alors, l'étude, c'est quoi? C'est dangereux ou pas? Selon Bennett Obalou, effectivement, les impacts répétés de la tête avec le ballon lors des entraînements et lors des matchs pour les footballeurs, ça crée des graves dommages au cerveau, ça crée des lésions parce que le cerveau qui flotte un peu dans la boîte crânienne vient taper du coup violemment contre la boîte crânienne. Et effectivement, c'est dangereux. Alors c'est une très mauvaise nouvelle pour les footballeurs, hein, évidemment. C'est même un peu inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que ça confirme que les footballeurs ont un cerveau. Hein, même il a fallu aller jusqu'à l'autopsie, mais ça du coup c'est prouvé. Parmi les séquelles prouvées, Bennett Obalou, lui, il évoque l'Alzheimer, des problèmes de démence et même de Parkinson. Alors personnellement, je me permettrais d'ajouter aussi des troubles du langage, hein, parce que c'est vrai que chez beaucoup de footballeurs, on entend quand même cette tendance à manquer de vocabulaire, à répéter un petit peu des expressions en boucle, et puis genre l'importance et les 3 points, tout ça. On sait maintenant que c'est à cause des ballons, hein, qui leur montent un petit peu à la tête. Mais t'as l'intention de retourner au stade avec ce que t'as dit? Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu facile de se moquer des footballeurs, et puis mais il y a une part de vrai quand même là-dedans. Bon, déjà, il faudrait que les journalistes, c'est vrai aussi, posent des questions plus intelligentes. Hein, genre, c'est sûr, ça les aide pas beaucoup. Hein, quand on vous demandait après à la fin d'un match à un joueur, alors vous êtes content d'avoir gagné, c'était important de gagner ce soir. Oui, question idiote, réponse idiote. Hein. Le mec, il est payé des millions pour gagner des matchs, c'est sûr que. Et puis bon, après 1h30 d'effort, faut peut-être pas lui demander non plus de faire l'analyse géopolitique de la politique de Trump au Proche-Orient. Non, les journalistes ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Pour expier mes fautes, notre faute collective aussi à nous, j'ai fait pénitence du coup. Je suis allé faire un truc qui me coûte beaucoup, qui est très pénible pour moi. Je suis allé faire des courses cet après-midi, ce qui m'a permis au moins de vous trouver ces 2 pépites en poussant mon petit chariot. La première, c'est à propos du virus chinois. Hein. Vous savez, le coronavirus. Les Chinois souffrent beaucoup quand même d'être montrés du doigt par la planète entière. Pourtant, c'est pas de notre faute si tout ce qui s'exporte, c'est de la merde. Les produits chinois souffrent des exportations et même dans les magasins français. Du coup, on est obligé de rassurer les consommateurs, même quand ça paraît un peu étrange. Regardez cette photo du coup dans le bac à surgeler de mon truc. Les produits chinois sont fabriqués en France. Un siècle d'histoire de la mondialisation et de libéralisme. Pour en arriver là, personne n'avait jamais écrit ça. C'est sérieux, ça. C'est complètement sérieux. Ça rassure les gens, peut-être. Et en tout cas, c'est pas fini. 2 rayons plus loin, en poussant mon chariot, je découvre ça. Et oui, une flamme-cuche de Moselle, et c'est bien marqué, hein, ça vient d'ici, en Alsace bien sûr, hein, probablement la photo la plus partagée ce jeudi sur les réseaux sociaux alsaciens. Alors c'est vrai qu'on trouve dans l'absolu des tartes flambées en Lorraine, mais bon, a priori la flamme-cuche, c'est surtout écrit comme ça, c'est quand même plutôt alsacien. Et puis on va quand même regarder la photo, parce qu'il y a quand même une deuxième connerie dessus, c'est quand même de mettre que ça vient de Moselle, et puis la photo au-dessus, c'est la place Stanislas qui est à Nancy. Nancy, c'est quand même en Meurthe et Moselle, hein, pour le coup, comme quoi, il n'y a pas que les footballeurs et les journalistes qui disent des conneries. Comme chaque jeudi, on est fâché avec les Lorrains. Et les footballeurs. Et les footballeurs, mais voilà. Ça, si vous regardez sur www.alsace20.tv, tous les billets d'humeur de Mathieu Chanvillard, vous n'y échapperez pas. Merci, mon camarade. Vous restez bien sûr avec nous. Vous êtes un passionné d'automobile. Vous étiez sur la ligne de départ au 500 Nocturne. C'était l'an passé en septembre. Alsace 20 était partenaire. Alors, émotion, vous qui êtes plus féru de foot que d'automobile. Moi, j'étais puni parce que moi, j'étais sur la ligne, mais j'étais le seul qui était à pied quand tous les autres étaient dans leur voiture. Et puis, une fois qu'ils sont partis, j'ai dû me mettre de côté. Mais c'est très bien. Voilà. Je donne rendez-vous déjà le 20 septembre 19 septembre. Et oui, ça a avancé d'un jour. On parle de tout cela, c'est la 6e édition, vous en êtes l'organisateur. Oui. Superbe course, mythique en tout cas en Alsace, c'est juste après ça. Et sur le plateau de 24 heures en Alsace, l'organisateur des 500 Nocturnes, Yvan Le Swarn, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est votre combienième édition, à vous personnellement? Personnellement, c'est la 6e. Vous avez été sur toutes les éditions. Ouais. Et maintenant, vous en êtes l'organisateur, c'est en septembre, le 19. Et c'est une vraie course mythique, ça a été un rallye à une époque. C'est ça. Après, ça a switché sur l'anneau du Rhin. En fait, 500 Nocturnes, c'était un rallye à l'époque, donc c'était dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, 90. Dernière édition en 95. Après, 500 km de nuit sur route ouverte. Voilà, c'était un peu les fous du volant en Alsace, c'était plus possible. Donc forcément, ça a été arrêté, question de sécurité, de législation. Et en fait, en 2015,
les cofondateurs de Rivalis, Lionel et Damien Valdan, avec François Rinaldi, le patron de l'Anneau du Rhin, ont décidé de relancer, de faire renaître cette course-là, 500 km de nuit, mais dans une version endurance, moderne, sur circuit. C'est les 500 miles d'Indianapolis, c'est ça, mais à l'alsacienne, avec l'accent alsacien. Quand je dis que c'est un vrai rendez-vous, c'est qu'il y a des pilotes professionnels, donc vraiment du très très haut niveau, qu'on voit partout dans les championnats du monde, du gentleman driver, oui, tout à fait, et le monde de l'entreprise. C'est ça qui est singulier dans l'organisation. En fait, on était parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en Alsace, quand on veut faire un événement sympa autour de son entreprise, il y a des tas de choses super, il y a les internationaux de tennis de Strasbourg, on peut avoir une loge au foot, au Racing, il y a la SIG, il y a le basket, il y a plein de choses, mais autour de l'automobile, à l'époque, il y avait le rallye d'Alsace. Ça a été retiré, ça a été, l'époque de l'Hub. Voilà, à l'époque de l'Hub, ça a été délocalisé en Corse, et en fait, suite à ce retrait-là, le constat c'est qu'il n'y avait plus d'événementiel business autour de l'automobile. Donc, ils ont décidé de relancer ça, et en fait, de permettre à des entreprises d'inviter des partenaires, des collaborateurs, de faire un bel événement autour de l'entreprise, sur un circuit automobile, au centre du circuit, avec la course, des pilotes professionnels, des grands noms du sport automobile, des pilotes amateurs également, et puis tout un tas d'animations dont on va parler après. Et bien justement, c'est ce que je propose de découvrir en images, édition 2019. Alors on va vous laisser encore les images bien évidemment parce que quand on voit des magnifiques Bugatti, des Tesla, toutes les voitures de course, les Porsche, il y a un constructeur invité, il y a une marque chaque année. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler, est-ce que vous avez déjà, alors c'est dans 6 mois quand même, un peu plus même, c'est dans 8 mois. C'est dans 8 mois, ouais. Voilà, mais vous ouvrez déjà les ouvertures, les loges. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà un constructeur qui est pressenti pour être le constructeur de la 6e édition? Alors je pense que la prochaine fois qu'on se verra, donc le mois prochain, on aura signé tous les accords, on se dirige vers l'Italie. L'année passée, c'était Porsche, l'année d'avant, c'était Alpine, avec la renaissance de la A110. C'est un joli coup. Hein, exactement. Et l'année d'avant, c'était Bugatti, avec la partie historique, la partie moderne. Et ce qui est chouette, c'est que tous les ans, les constructeurs mis à l'honneur des années passées sont réinvités chaque année. Donc chaque année, on a Bugatti, Alpine, là on aura Porsche, et puis le nouveau constructeur qu'on aura là sur 2020. Donc c'est un Italien. Bon, c'est pas Lamborghini. C'est pas compliqué, ça peut être Fiat, ça peut être le groupe Fiat, mais vraisemblablement ce sera peut-être l'un des deux que je cite, qui sont cités, oui. Sur la partie sportive, c'est une course quand même avec un vainqueur évidemment au final. Il y a des habitués comme Yann Erlaché notamment qui est un peu le vainqueur d'ailleurs ces 2 dernières éditions, qui se partagent le baquet. Souvent ils sont à 2 ou à 3. Il y a des noms qu'on veut avoir, il y a des noms de sport automobile alsacien qu'on essaye toujours d'attirer. C'est vrai qu'on est en Alsace, c'est un bel événement automobile endurance. En endurance de nuit, des courses d'endurance de nuit, il y en a, en fait on est la seule en Europe à débuter de nuit, terminer de nuit. Il y a beaucoup de 24 heures, mais exclusivement de nuit, on est la seule. Le départ est donné à 20h. Voilà, 20h30 jusqu'à minuit 30, c'est à peu près 4 heures de course. Et effectivement, on a entre 22, 23, 24, 25 voitures en fonction des essais qualifs, s'il n'y a pas de crash ou autre. Mais effectivement, c'est une course avec 25 voitures, de très bons pilotes professionnels qui partagent le volant avec des pilotes amateurs. Donc on a un classement, ce qu'on appelle du Pro-Am, Pro-Amateur, et on a du classement amateur, purement amateur, du gentleman driver. Donc tout le monde peut venir se faire plaisir. Tout le monde peut venir gagner. Il y a des voitures très différentes aussi, avec des vitesses très différentes, il y a énormément de dépassements. On a des catégories GT, on a du tourisme, on a des 308 Cup, on a de la Porsche Cup, de la Ferrari Challenge, de la Lamborghini Super Trofeo. Et l'idée, c'est que tout ce beau monde va se bagarrer pendant 4 heures. Pendant 500 km pour être précis. Et vous suivez évidemment la course dans les loges, il y a les temps autour, donc vous pouvez voir la voiture qui est en tête et il nous reste 30 secondes. Ça, c'était vraiment l'aspect extrêmement sportif, parce que vous insistez aussi sur l'aspect glamour. Bah oui, en fait l'idée c'est que l'événement il puisse plaire aussi bien aux passionnés d'automobile qu'à ceux qui n'y connaissent rien, qui s'en fichent. Et en fait, Karine, de 17h... Karine ?
Je connais ma voiture. Hein, bon. D'accord, vous aurez de l'amour. C'est déjà très bien. Mais en fait, de 17h à 3h du matin, c'est dans ce créneau horaire que l'événement se déroule. Et en non-stop, pendant 10 heures, on a des concerts, des cabarets avec le Paradis des Sources, des défilés de haute couture, de la lingerie avec la lingerie CIP, des shows, concerts, boîtes de nuit jusqu'à 3h du matin. Et tout ça, c'est avant, pendant et après la course automobile. Et donc les entreprises qui sont en loge, les visiteurs qui ont acheté leur billet simple, eh bien en fait, on a accès et à la course et aux animations. Et bien vous bloquez votre 19 septembre et Alsace 20, il sera en direct et Mathieu sera sur la ligne de départ comme chaque année. Merci Mathieu. Je serai au volant, même. Mais peut-être, je l'espère pour vous. Merci beaucoup, Yvan. Et on va rappeler, Karine et Simon, que c'est la méthode Simon pour arrêter de fumer. Ça concerne des milliers, voire des millions de personnes. C'était un plaisir de vous recevoir. De même. Et on va repartir dans l'actualité avec Apicurien, Valérie Zago, qui nous fait découvrir des terroirs magnifiques comme celui d'Eguisheim. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons à Eguisheim à la rencontre d'un domaine historique, le domaine Paul Junglinger. Suivez-moi. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous, au domaine Paul Junglinger. Je souhaiterais aujourd'hui qu'on parle plus précisément d'un très beau projet qui s'appelle le collectif Les Neufs. Oui. Il fait une très belle journée d'hiver. On peut peut-être en parler quand même dans les vignes. Avec plaisir, avec plaisir. Alors Michel, nous voici au cœur du vignoble d'Eguisheim. Oui. Donc la propriété, le domaine Paul Junglinger se situe sur cette commune. Vous êtes la 13e génération, ça date pas d'hier. Oui, ça fait un peu de temps. C'est une belle histoire qui se poursuit. Oui. Le domaine, c'est un domaine qui a combien d'hectares? 12 hectares, là, sur les coteaux argilo-calcaires d'Eguisheim. Des vins avec beaucoup de puissance. Hein. L'argile donne ce côté très puissant, le calcaire ce côté plus éclatant. Plus éclatant. Au niveau de l'encépagement, vous êtes situé, vous avez à peu près tous les cépages qui sont représentés? Oui, tous les cépages. Bien sûr, le Gewürztraminer avec le Pfirsigberg. Qui est un grand cru. Hein, voilà, le grand cru de la pêche de vigne. Hein. Ça donne des vins qui sont aussi puissants, racés. Très parfumés, très flatteurs. On a beaucoup de fruits, comme son nom l'indique, Pfirsigberg, coteau de la pêche. Hein. On a des arômes toujours un peu exotiques et de fruits jaunes. Mais ils conservent de la minéralité et du coup, on a toujours des Gewürztraminer qui gardent beaucoup de fraîcheur. Hein. Aérien. Et là, il faut vraiment le préciser pour les consommateurs. Ouais. La puissance et l'élégance. Et vous avez également du pinot noir hein, que vous revendiquez haut et fort, hein, oui. Qui est planté sur l'iceberg, qui n'est pas reconnu comme grand cru pour l'instant. C'est cela, oui. Voilà, donc, la cuvée s'appelle les Rocailles, hein, donc ce sont des pinots noirs qui sont sur les marnes, hein, qui donnent un côté très puissant, très baroque, hein, comme son nom l'indique, le Eichberg, coteau du chêne, des vins qui ont beaucoup d'extraction, beaucoup de puissance et beaucoup de finesse, aussi. Potentiel de garde plutôt important. Les tanins sont présents mais toujours très subtils, il y a une grande finesse. Très joli vin, hein, un très joli pinot noir, là on peut le dire haut et fort, hein, que je connais, gourmand. Donc vraiment gourmand, on a envie. Et l'autre nouveauté, mais c'est juste le tampon, c'est AB depuis 2018, hein, mais bon, c'est vrai qu'on y travaille on est en culture biologique depuis 15 ans. Donc, voilà, c'était juste, on va dire, le fait d'avoir le tampon, voilà. Quoi, pour le coup. Ouais. Et la nouveauté, enfin plutôt même nouveauté et surprise, hein, c'est le fameux collectif Les Neufs. Hein, voilà, le collectif Les Neufs, 9 artistes sungoviens qui se sont créés en association. Chut, on va en parler tout à l'heure. Avec plaisir. On va en cave. Alors Michel, nous vous voici de retour au caveau pour parler de ce fameux projet artistique et vin, le fameux collectif Les Neufs. C'est quoi exactement ce collectif? C'est une association d'artistes, effectivement, qui viennent du Songo. 9 artistes. 9 artistes qui ont décidé de célébrer le vin. C'est quel type d'artistes en fait? Des photographes, des sculpteurs et des peintres. D'accord, donc c'est vraiment des univers complètement différents. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve 9 carrés sur chacune des étiquettes. Chaque artiste a fait une œuvre. Une œuvre qu'on retrouve uniquement sur des Jéroboam.
Sur 99 Jéroboam, série limitée. Super série limitée, 99. Et là, vous avez été sélectionné pour 3 ans. Donc là, vous avez le premier opus. Le premier opus. Il s'agit du Pinot Noir issu du Grand Cru Eichberg. Qui a été mis en vente pendant l'année 2019. Et là, c'est le prochain vin qui va être mis en vente dans ce superbe Jéroboam. Il y a un beau point d'interrogation. On se demande tous pourquoi. En fait, c'est parce que vous savez le vin qui va être à l'intérieur. Vous l'avez déjà sélectionné. Par contre, les artistes sont en train de travailler sur les étiquettes. C'est quel type de vin? Un Pinot Gris, Grand Cru, Eichberg également. Également. Et l'étiquette, on la connaît? On ne la connaît pas encore. Ils travaillent dessus pour l'instant? Voilà. Et au mois d'avril, le vernissage, on aura droit à l'étiquette des artistes. Bon, c'est un superbe projet, Michel. Oui, vous m'avez servi le Pinot Gris Grand Cru Eichberg, dont je suis ravie de pouvoir le déguster. Oui. À votre santé, Michel. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. Et on referme cette édition avec le rendez-vous du logement et de l'habitat. En hiver, excite le chauffage électrique. La Cibar a décidé d'installer des chauffages collectifs à granulés de bois dans ses ensembles collectifs. Reportage de Fanny Kunz. Et nous, on se retrouve demain à 19h. Salut! Hohenguft, village alsacien de 536 habitants près de Wasselonne dans le Korsberg. Ici, la société immobilière du Bas-Rhin dispose d'un ensemble de 8 logements allant du T3 au T4. Depuis sa création, la résidence dispose d'un système de chauffage électrique. Mais trop énergivore, le chauffage fait grimper les charges de ses locataires. Alors la Cibar décide de se lancer dans un projet de développement durable avec la construction d'une chaufferie collective à granulés de bois. Ici, on a un projet d'amélioration énergétique qui consiste à remplacer les chauffages électriques qui est présent par une chaufferie granulée de bois qui alimente les 8 logements en chauffage et aussi en eau chaude sanitaire. L'intérêt pour les locataires est économique, il permet une réduction des charges de chauffage notamment, et aussi écologique car vraiment c'est une énergie qui consomme très peu et qui est neutre étant donné que c'est du granulé de bois. Donc en général, ce genre d'opération, on estime le pourcentage de réduction des charges de chauffage à environ 30%. Donc c'est vraiment une estimation qui varie en fonction de chaque opération parce que chaque type de bâtiment et chaque système est différent. Le développement des chaufferies au granulé de bois est l'un des grands projets du département du Bas-Rhin. La Cibar n'en est donc pas à son premier essai. Depuis 4 ans, elle multiplie la réalisation de ce système de chauffage, comme au quartier de la Méno, dans certaines résidences seniors ou dernièrement à Vich. À Hohenguft, le projet est également en lien avec les artisans locaux, puisque la station de chauffage est réalisée par des entreprises du territoire et les granulés de bois utilisés par la chaudière sont issus de la filière bois locale. Un projet qui promet donc une économie considérable à plusieurs niveaux et très attendu par les locataires. En général, le projet a été accueilli avec la plus grande des joies car ils attendaient quand même un changement à ce niveau-là car l'électrique est très cher. Donc ils attendent vraiment ce projet avec impatience et puis la fin surtout avec impatience. Sur cette opération, on approche de la fin car la chaufferie est en train d'être installée actuellement. Et ensuite, il nous restera juste à installer les différents modules et les radiateurs dans les différents logements. Un module individuel sera bientôt installé et permettra de calculer la consommation énergétique de chaque logement. Les locataires auront également la possibilité d'augmenter ou de baisser la température de leur appartement par le biais de robinets thermostatiques installés sur les radiateurs. D'ici 2 mois, tous les logements seront équipés et le chauffage par granulés de bois devrait être fonctionnel.